Bonjour à tous, Pascal Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ENSIM, l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans. Alors tout de suite, une question d'Inge qui nous vient d'Internet. Vous êtes un établissement public ou privé? Nous sommes un établissement public, une école interne en fait de l'université. Donc on est comme une composante en fait d'une université, donc publique effectivement, avec des coûts, je dirais, très modérés pour les élèves. Par exemple, quel est le coût de votre formation par an? Par an, c'est 800 € et pour les boursiers, 50 €. Et alors, comment fonctionne l'école? En fait, à qui s'adresse-t-elle? On y rentre après le bac? On y rentre après le bac. On a un cycle préparatoire qui se met en place là, directement à la rentrée prochaine. Et on a aussi un recrutement à partir du bac plus 2 pour toute classe préparatoire, IUT ou licence. Quel est le profil de vos étudiants? Scientifique. Principalement scientifiques, puisqu'ils sont généralement issus d'un bac S, quelques éventuellement bac STI qui après ont suivi une voie éventuellement de licence ou de BTS, mais principalement scientifiques. Bac ES? Bac ES peu. Non. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos spécialités? C'est une question de Denis. Alors spécialité, on a deux spécialités, vibration acoustique capteur et une spécialité en informatique. Alors en vibration acoustique capteur, c'est tout ce qui touche l'aspect acoustique. Alors vous avez bien sûr le son, vous avez les vibrations aussi, tout ce qui touche à l'automobile, à l'aéronautique par exemple. Au niveau de l'informatique, c'est tout ce qui touche à l'embarqué, donc à la téléphonie, ce que vous avez chez vous en domotique, ce que vous avez dans vos voitures en embarqué, et aussi en informatique, tout ce qui touche ce qu'on appelle l'interaction personne-système. Alors c'est quoi? C'est en fait de l'informatique dont l'objectif est d'être proche des usagers et donc de créer les nouveaux usages, les futurs usages, je dirais, sur Internet ou dans les applications informatiques. On pourrait dire de l'informatique à distance, c'est ça? À pour distance, commander des appareils électroménagers, par exemple? Par exemple, c'est aussi l'informatique, ce qu'il y aura sur les agences, par exemple, d'assurance, on va dire. C'est un autre exemple qu'on peut avoir. Concrètement, quels sont les métiers auxquels vous ouvrez? Alors tous les métiers d'ingénieur, de management, de développement et autres, dans des secteurs très variés qui vont de l'automobile à l'aéronautique, mais aussi des choses un peu plus intéressantes telles que l'acoustique instrumentale, mais aussi l'acoustique médicale par exemple, sur les implants cochléaires qu'on va pouvoir mettre donc sur les tympans, greffer sur les tympans. Donc on va adapter les dispositifs par rapport à des problématiques là aussi bien médicales que je dirais industrielles. C'est une école ouverte davantage aux garçons qu'aux filles, il y a un pourcentage plus important? Bien sûr, malheureusement, on a plus de garçons que de filles. On essaie de s'ouvrir de plus en plus vers le public féminin parce qu'on a besoin d'ingénieurs féminins. On sent un petit peu une progression par rapport à ça. Alors aussi bien côté informatique que du côté acoustique. Ludo demande si c'est plutôt une école spécialisée ou généraliste. Alors on est une école généraliste. Pourquoi? Parce qu'on prépare à tous les métiers d'ingénieur. On est bien sûr spécialisé, donc parce qu'on prépare les métiers dans une spécialité. Donc voilà, donc c'est généraliste tout en ayant comme fil conducteur des spécialités au sein de l'école. Zèbre nous demande, bonjour, quelles sont les spécialisations proposées aux étudiants durant leur dernière année? Alors là, donc, on parle des options, justement, en dernière année. Donc, une option en vibration acoustique, une option en système et procédés de mesure et instrumentation, une option côté informatique sur l'architecture du système temps réel embarqué, et une autre option en interaction personne-système. Donc, on est en fait sur ce qu'on appelle, nous, la chaîne de traitement d'information. On va capter l'information, on va la modéliser, la numériser, on va après l'embarquer et on va interagir avec. Et l'intérêt, en fait, c'est d'avoir des élèves ingénieurs qui travaillent sur cette chaîne et qui travaillent ensemble. Donc on a deux spécialités, certes, mais on essaie au maximum d'avoir des projets en commun, des travaux pratiques en commun, de manière à ce que les élèves puissent travailler ensemble. C'est ça qui est intéressant. Quand est-il possible d'intégrer l'ENSIM et comment doit-on s'y prendre? Donc là, j'irai dès à présent, pour ceux notamment qui vont suivre les concours au niveau des classes préparatoires. On est maintenant aussi, comme je disais tout à l'heure... Ça veut dire qu'on peut faire une prépa pour intégrer? Il faut faire une prépa? Alors non, donc il y a plusieurs voies. Donc si on veut rentrer en post-bac, il faut suivre le concours GEPI Polytech. On est dans ce cadre-là. Donc là, c'est sur dossier, donc ce sont les bacs S uniquement, sur dossier ou sur concours à l'intérieur du concours GEPI Polytech. Donc après, ces élèves-là vont intégrer donc l'école dans un cycle préparatoire, dans une prépa intégrée. Donc ils vont suivre 2 ans. Donc au bout de 2 ans, ils vont intégrer ce qu'on appelle le cycle ingénieur. Et là, au niveau du cycle ingénieur, on va aussi intégrer d'autres élèves, soit issus de classes préparatoires, donc là c'est le concours Archimède, soit des étudiants venant d'IUT, quelques BTS, ou de licence, ou de concours à l'étranger. Et à partir donc de la rentrée prochaine aussi, nous allons recruter sur le concours des ENS
donc lettres et sciences sociales, donc ce qu'on appelle les étudiants venant de KMBL, donc ont un profil littéraire et qui vont pouvoir intégrer donc l'école sur la spécialité de l'informatique. Ça, c'est tout nouveau. Alors, Shams demande, pour une entrée en première année, combien de places offre l'ENSIM? On offre 40 places. Pour combien de demandes? Alors, pour une demande, donc le réseau GP Polytech, c'est 2300 places pour 26 écoles et il y a à peu près 10 000 demandes. Donc, un processus assez sélectif. Assez sélectif, oui. Nico, est-il possible d'intégrer l'ENSIM après un BTS informatique? Oui. Donc, on va prendre quelques élèves issus de BTS, mais là, ça va être les majors de promotion. Mais on peut effectivement intégrer l'école après un BTS. Pour ceux qui ne seraient pas acceptés en direct, ils peuvent aussi, après leur BTS, suivre une classe préparatoire à ce qu'on appelle ATS, qui sont les lycées, qui, à l'issue d'un BTS, peuvent être préparés, faire une année préparatoire, pour après intégrer les concours et à nouveau pouvoir intégrer l'école. Thésard qui nous dit, proposez-vous des doctorats? Si oui, pour quelle spécialité? Alors, comme on est une école interne à l'université du Maine, donc Le Mans et Laval, on s'appuie aussi sur les laboratoires de recherche et donc les masters. Ça veut dire que tous nos élèves peuvent éventuellement, s'ils le souhaitent, poursuivre sur un doctorat dans la spécialité, donc là, soit acoustique, soit informatique. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a des exemples d'étudiants qui ont poursuivi leurs études sur une thèse. Vous proposez des formations continues, en alternance, en apprentissage? Non, pas actuellement. C'est une réflexion qu'on va mener à partir de l'année prochaine, dans le cadre de notre prochaine invitation. Actuellement, on n'a pas de formation ni par alternance, ni continue. Ni apprentissage? Ni apprentissage. Est-ce que les stages sont obligatoires? Les stages sont obligatoires. On a un stage obligatoire d'1 mois à l'issue de la première année, ce qu'on appelle un stage ouvrier. Comme les futurs ingénieurs vont être amenés à faire du management d'équipe, il est intéressant qu'ils aillent voir ce qui se passe en fait en production. Donc là, ils vont aller pendant 1 mois dans l'entreprise. En deuxième année, on a un stage facultatif là, de 2 mois, qui est plutôt un stage technique. Et le stage ingénieur de 6 mois a lieu donc en dernière année. Ça veut dire qu'au cours de la scolarité, on a effectué 3 stages? 3 stages, ouais, au maximum 3 stages, effectivement. Et est-ce qu'on est rémunéré pendant ces stages? Oui, puisque maintenant c'est obligatoire. Alors c'est une rémunération, je crois que c'est de 30%, c'est une gratification qui correspond au minimum à 30% du SMIC en fait. Est-ce que ça permet de trouver plus facilement un emploi? Généralement, oui. Oui. Souvent, on voit que le choix du stage va conditionner, en tout cas, les premières années professionnelles. Alors là, on a des bons exemples de stages. On a eu, ça fait 2 années de suite, qu'on a des étudiants qui vont en stage au MIT, aux États-Unis, sur des projets de recherche, projets LIGO, et qui sont, à l'issue de leur stage, embauchés par le MIT. Donc on est assez fiers de cette intégration. En fait. Et vos étudiants sont directement opérationnels quand ils sortent de l'ENSIM? Directement, oui. Là, du fait qu'on est en lien permanent avec le monde de l'industrie, de la première année à la 3e année, on a une insertion facile de nos étudiants. En plus, on essaie de proposer des projets aussi avec le monde industriel, donc là en 2e ou en 3e année, ce qui facilite encore plus l'intégration de nos élèves. Vous avez des relations privilégiées avec certaines entreprises? Oui. On essaie de privilégier à travers des partenariats, de manière à ce qu'ils puissent proposer des projets, qu'ils puissent prendre nos étudiants en stage, mais qu'ils puissent aussi intervenir au sein de l'école dans des modules de formation, sous la forme de conférences, voire même éventuellement la prise en main de cours spécifiques dans la formation. Justement, quel est le profil de vos intervenants? Ce sont des gens qui travaillent, qui sont issus du monde de l'entreprise, ou ce sont des professeurs? Non, alors, on a des professeurs, puisqu'on est donc un établissement public d'université, donc on a 26 enseignants-chercheurs, donc enseignants, professeurs agrégés ou maîtres de conférences ou professeurs d'université. Mais on a aussi donc des intervenants, des vacataires professionnels. Alors Olivier qui demande, les diplômés sont embauchés directement dans la région du Mans, avez-vous des partenaires industriels locaux? On a des partenaires locaux, mais en fait, comme on a une spécificité qui est donc notamment la vibration acoustique capteur, on recrute au national et on insère aussi en national. Et quand on regarde les chiffres, c'est une 15aine de % sur la région des Pays de Loire. Et on est un peu localisé, mais pas tant que ça. Alors il y a Bourgeon qui demande, passer par une prépa, c'est obligé? Non, on l'a vu tout à l'heure, donc on peut rentrer après le bac ou après... Ce qui est intéressant d'ailleurs, ça permet de varier vraiment le recrutement. Moi, je préfère avoir une école qui s'appuie sur un bassin large en termes de recrutement, parce que ça fait des interactions tout à fait intéressantes entre les élèves. L'objectif après, c'est on joue un peu le rôle quelque part d'ascenseur social aussi. On va amener des élèves issus de différents milieux vers justement une formation d'ingénieur, un diplôme d'ingénieur, bien sûr.
Ça, c'est au recrutement que se fait cette différence. Quand on regarde à peu près, on a 25% d'élèves de classe prépa, 25% d'IUT BTS, 25% d'étudiants de licence et 25% d'étudiants étrangers aussi. Ce qui est assez important. Pierre demande qu'enseignez-vous précisément comme matière? Alors là, c'est ce qui touche à la mécanique, notamment vibration acoustique, capteur, la modélisation aussi, tout ce qui est numérisation, logiciel de modélisation, les aspects acoustiques, bien sûr, divers et variés. Après, en informatique, c'est tous les langages de programmation, je dirais classiques, objets, procéduraux, les Java, mais aussi des langages qui vont permettre le développement d'applications aussi. Alors, on a parlé des partenariats, des stages en France. Est-ce qu'il y a des stages à l'international qui sont proposés? Est-ce que vous aidez les étudiants à les trouver? Alors, comme les élèves ont obligation de passer un mois à l'étranger, donc forcément, ils ont des stages, voire des semestres à l'étranger. Donc là, on favorise, oui, par des soutiens, donc soit par l'école, soit aussi par l'université ou la région. Donc on a à peu près 35% des élèves qui vont à l'étranger par an. Jules demande s'il y a des partenariats à l'international. On essaie de développer des partenariats, oui. Alors, par exemple, l'École Polytechnique de Montréal, c'est un exemple. On essaie aussi avec des établissements au Danemark, par exemple, ou en Écosse. Donc là, c'est très en lien avec notamment les aspects recherche. On profite des réseaux de nos enseignants-chercheurs, du domaine de la recherche, donc de ces contacts-là pour privilégier des partenariats avec les établissements à l'étranger. On fait partie aussi du réseau NPUSI, qui est un réseau de 70 écoles d'ingénieurs françaises, qui a donc tout un réseau là, de manière à recruter, mais aussi à faire en sorte que nos élèves aillent à l'étranger. Alors Ayette demande le MIT, donc c'est mythique, mais pour l'anglais, il faut un super niveau. Il y a un bon niveau en France, requis. on a toujours un souci par rapport à l'anglais. Oui, il faut un niveau. De toute façon, comme on est école d'ingénieur habilité par la CTI, il y a une certification obligatoire pour avoir le diplôme. Si on prend le TOEIC par exemple, on est à 785. Ce qu'on sait, c'est que les élèves arrivent avec des niveaux très hétérogènes. Et donc justement, on met en place une formation au niveau de l'anglais, notamment avec notre professeur d'anglais, qui est vraiment individualisée. L'objectif est d'amener des élèves à ce niveau-là. Mais voilà quoi, après, c'est pas plus dur. Il n'y a pas un niveau de TOEFL, de TOEIC, de... Ah si, à la sortie, mais pas à l'entrée. Ah, à la sortie, il faut passer l'examen et il voir faut une certification, de toute façon. Comme on a un diplôme d'ingénieur, on est obligé d'avoir une certification. Quelconque, TOEFL, CLES ou TOEIC, de toute manière. Mais je dirais, souvent on a peur de ce genre de choses, mais non, nos élèves y arrivent sans aucun problème. Une certification pour être reconnue, en fait, l'école, elle est reconnue? Alors, l'école est reconnue, oui, puisque nous avons une habilitation de 6 ans à la CTI, donc on a le label EURES, qui est un label européen. Mais du fait, pour avoir le diplôme d'ingénieur en fait de l'ENSIM, il faut avoir la certification. Il faut être allé un mois à l'étranger. Il faut avoir une certification aussi au niveau informatique. Bref, et puis il faut bien sûr avoir les stages. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces conditions qui font qu'on va délivrer le diplôme d'ingénieur. Et un grade de master aussi. Est-ce que vous êtes classé par rapport à d'autres écoles? Alors les classements, on est sorti un peu ces questions de classement. Parce qu'on a pu voir malheureusement que les classements travaillaient souvent sur des données brutes. C'est-à-dire par exemple le nombre de diplômés. Nous sommes une jeune école, 95, donc nous avons 550 diplômés actuellement. On ne peut absolument pas rivaliser avec des écoles qui ont, je dirais, une centaine d'années derrière elles, avec 10 000 étudiants insérés. Donc là, par rapport à ça, on trouve qu'actuellement les classements sont sont pas très objectifs et ne tiennent pas assez compte de la taille, notamment des écoles, de la jeunesse des écoles. Donc je dis par rapport à ça, faites attention quand vous regardez les classements. Comme je disais tout à l'heure, on insère des étudiants comme qui vont à MIT par exemple, qui sont dans des grandes entreprises, Thales, Airbus ou autres sans aucun problème. Voilà, donc on fait notre travail, on est qualifié par la CTI, c'est ça notre critère, comme une autre école qui, on peut dire, est plus prestigieuse actuellement en plan national. Donc on n'a absolument pas à rougir de ce qu'on fait par rapport à ça c'est clair. Caligula demande, pensez-vous à un partenariat avec une école de commerce par exemple pour offrir une compétence en plus? Alors, on n'a pas cet objectif-là. Par contre, nos élèves, à l'issue de leur diplôme d'ingénieur, peuvent tout à fait compléter par un master dans une école de commerce ou autre. On n'a pas vocation à faire ce double. Pour l'instant, nous, on essaie déjà de travailler par rapport à ce qu'on est, notamment à se faire connaître par rapport à nos spécialités, bien mettre en place la spécialité informatique. De là à développer les aspects commerciaux, il faut savoir qu'au sein de notre formation, on a 25% de la formation qui sont sur les humanités. Donc on va travailler les langues bien sûr, mais aussi les connaissances de l'entreprise, de l'économie ou autre.
Est-ce qu'il y a des équivalences à l'international avec l'ENSIM? Oui, du fait qu'on est, justement par rapport à ça, on a fait un gros travail de semestrialisation de ce qu'on appelle les ECTS. Donc tous les modules en fait sont capitalisés et ont donc des crédits ECTS qui sont après valorisables à l'étranger. Ce qui permet aussi des échanges. Donc on a un certain nombre d'élèves qui vont en semestre dans une université étrangère. Donc qui reviennent après avec un capital qu'on valorise au sein de l'école dans le cadre de leur cursus. Il y a une question d'Abel qui vous dit bonsoir et qui dit: j'adore VAC de votre école, surtout après quelques années de travail, j'ai vu le programme de VAC, mais j'ai trouvé le classement l'étudiant.fr. Pourriez-vous nous dire les qualités de votre école en fait? Alors les qualités, c'est d'être une école très dynamique. Alors pourquoi très dynamique? Parce qu'elle s'appuie notamment sur un réseau, donc d'étudiants très très actifs. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Donc on est très attentif à la vie associative de l'école, ça c'est un point. Par ailleurs, donc on a mis en place une organisation notamment sur l'aspect relations internationales, relations industrielles, le recrutement, qui fait qu'on est sur une multitude de chantiers et la communication. C'est pour là aussi que je suis là ce soir. Donc on a une multitude, de chantiers qui sont en place depuis 3-4 ans, qui font que l'école, pour moi, est dynamique. On a eu 20% de plus d'élèves cette année en intégration. On sent qu'on commence à avoir une place au niveau au national, qu'on commence à être connu. On intègre de nouveaux concours, on intègre de nouveaux réseaux. Voilà. Donc Est-ce que l'ENSIM a été créée en quelle année? 95. D'accord. Donc maintenant, elle est bien reconnue auprès des entreprises. Sur l'aspect acoustique, que vous visez? oui, je pense, oui. L'aspect informatique, donc c'est une spécialité nouvelle puisqu'on l'a créée en 2009. Donc là, on va sortir la première promotion d'ingénieur au mois de septembre. Donc c'est jeune. Donc là, on a besoin aussi de la faire connaître. Mais là, on s'appuie aussi sur un réseau industriel que l'on connaît bien. Donc Le Mans, on est sur les mutuelles par exemple du Mans Assurance. Il y a 800 ingénieurs dans le domaine. On a aussi des sociétés sur le téléphone mobile comme ST Ericsson, comme aussi Cézanne Vital. Donc, bref, on s'appuie sur un réseau industriel reconnu qui vont nous permettre là, de bien insérer nos élèves et construire petit à petit notre notoriété au niveau national et international. Alors, Clément nous demande, que pensez-vous de la junior entreprise de l'ENSIM? Est-ce qu'il y en a une déjà? Il y en a une qui est très active. Ouais. Là, justement, c'est une des associations qui est vraiment très dynamique au sein de l'école. L'objectif, c'est de répondre à des sollicitations donc, du monde industriel sur des missions qui sont rémunérées. Donc, ça permet aussi d'avoir un complément financier pour les élèves. Et bon, ce qu'il faut bien voir, une entreprise, elle est au sein de l'école, mais elle est indépendante de l'école. C'est-à-dire, c'est eux qui la gèrent comme une entreprise. Et ils sont extrêmement actifs par rapport à ce qu'ils font. Donc là, c'est intéressant aussi pour les élèves, puisque, comme je disais tout à l'heure, ça leur permet c'est une autre voie aussi pour connaître le monde industriel. Il y a combien d'étudiants qui participent? Je pense que là, ils sont une dizaine vraiment actifs. Et puis après, donc ça s'étend avec les autres élèves qui répondent à des missions, puisqu'on a l'association, donc on a un noyau qui va gérer la junior entreprise, et après qui ont des missions qui vont proposer en fait aux autres élèves, donc ce qui fait que le réseau va être étendu au sein de l'école. Clément voudrait en savoir plus sur vos assos. Les assos, alors elles sont variées. Alors comme on est une école d'acoustique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a plus de la moitié des élèves qui sont musiciens. Alors c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de groupes de musique au sein de l'école, donc le soir notamment à partir de 18h, ça joue pas mal. Donc on a ces associations qu'on appelle culturellement, donc c'est l'aspect culturel aussi, donc musique et autres. Donc association aussi qui gère le gala de l'école. Donc association de la junior entreprise. On a aussi une association qui va participer à la Coupe de France de robotique. Donc c'est un projet de l'école, mais on a aussi l'association qui va faire en sorte de pouvoir participer à ce concours. Donc là, voilà des exemples de. Donc ce sont les associations de base. On a aussi une association par exemple, qui s'appelle les Abominables, qui gère le ciné-club de l'université. Vous voyez des choses extrêmement variées. Et à l'intérieur de ces associations, on a aussi des équipes, des groupes, voilà. Donc c'est très actif. Christophe voulait savoir si vous avez un incubateur dans l'école. Sinon, est-ce que vous pensez à développer cette idée? Alors, on n'a pas d'incubateur, mais comme on est une école liée à l'université, on va s'appuyer sur un centre de transfert de technologie, mais aussi un incubateur d'entreprise qui est juste à côté, en fait, qui est dans les bâtiments à côté. On n'a pas vocation à développer ça au sein de l'école, mais au contraire, on va s'appuyer sur un existant. C'est ça aussi l'intérêt, en fait. On est une école d'ingénieurs, on va s'appuyer sur les laboratoires de l'université, donc reconnus d'un point de vue international, les incubateurs, les centres de transfert, donc tout ça, voilà. On est une pierre parmi l'ensemble des dispositifs, je dirais, Monceau, mais
on apporte et on s'appuie sur l'existant. Alors, vos relations avec les entreprises, ça consiste en quoi, demande Nina? Comment travaillez-vous concrètement avec elles? Alors, typiquement, on essaie à travers des conventions, d'établir un partenariat fort par les propositions de projets par les entreprises, propositions de stages pour nos étudiants, mais aussi intervention au sein de l'école. Voilà les trois principales, mais bien sûr aussi sur la réflexion sur les futurs métiers, par exemple. Là, comme je disais tout à l'heure, l'école en 2012 va va engager vraiment son travail pour la prochaine habilitation, pour la prochaine venue de la commission des titres d'ingénieur. Donc là, typiquement, on va travailler avec les entreprises pour connaître un peu mieux l'évolution des métiers et pour répondre au mieux, je dirais, à leurs besoins, surtout à l'évolution des compétences. Comment on s'adapte, justement? Alors, comment on s'adapte? On définit un peu quels sont les métiers sur lesquels on va être. Par rapport aux métiers, on va définir les compétences qui sont nécessaires pour travailler dans ces différents métiers. Et après, ces compétences, on va les traduire quelque part en module de formation. Donc voilà, on part des métiers jusqu'à l'aspect formation et après l'aspect pédagogique qu'on va mettre en place. Alors Christophe qui demande, une fois sorti de votre école, diplôme en poche, pouvez-vous garantir aujourd'hui un poste intéressant? Alors, on ne peut jamais garantir à 100% ce qu'il faut savoir. Il y a un bon taux d'insertion professionnelle. Oui, comme je disais tout à l'heure, 80%, 70% à peu près à l'issue, donc après 6 mois, et puis 90%, comme toute école, je dirais, d'ingénieur, on ne peut jamais garantir à 100%. Au bout d'un an à peu près, on est sûr d'avoir à peu près un job. Après, intéressant ou pas, on ne sait pas. Alors, mais là, ça dépend aussi des élèves. Nous, on fait notre travail de bien former au niveau des compétences, relations internationales et autres, les élèves. Mais il ne faut pas oublier qu'après, ce sont les élèves qui vont construire leur parcours professionnel. Et ça compte énormément. C'est tout ce qu'ils font en termes d'association, tout ce qu'ils ont fait aussi avant, éventuellement à l'école, tout ce qu'ils font aussi après. C'est ça qui va aussi faire qu'ils vont avoir un job intéressant. Nous, on essaie d'établir des relations avec le monde industriel, vous êtes tout à l'heure avec le MIT par exemple, voilà. C'est des partenariats qu'on met en place. Après, donc, les élèves répondent ou ne répondent pas. Mais je dirais c'est aussi aux élèves de construire leur parcours. Et c'est généralement, on le voit bien après, quand ils reviennent, en fonction de leur stage, en fonction de leur envie, en fonction de leurs compétences, ils se construisent un parcours. Donc nous, on est, je dirais, la première étape de la fusée, mais c'est eux après qui vont décoller un peu plus loin, quoi. Est-ce que vous avez une idée de la rémunération en moyenne à la sortie de l'école? On est sur 31 000 € en net à la sortie de l'école. Voilà. Et les diplômés de l'école ont-ils plutôt en moyenne un parcours d'ingénieur ou de manager par la suite? Avez-vous des exemples? Alors là, justement, j'ai ramené mes exemples. On a, au bout de l'école, on vous disait, on a des exemples extrêmement variés. Vous avez des ingénieurs chefs de projet, vous avez un gérant de société, vous avez un ingénieur de recherche en laboratoire du musée de la musique de Paris. Vous avez quelqu'un qui travaille chez Aldebaran Robotics, par exemple, qui a conçu le robot humanoïde Nao. On a une diplômée de l'école qui est responsable adjointe à la SNECMA, donc le moteur d'avion. On a une autre qui est ingénieure de recherche au centre spatial allemand. On a quelqu'un qui est au MIT maintenant. On a quelqu'un qui est un ingénieur support clinique, par exemple, dans une société qui s'appelle Neurelec. Ah, c'est intéressant. Parce que cet étudiant-là, il avait des prédispositions à l'anglais, par exemple. Bon, c'est ce qui fait qu'il a été employé par Neurelec. Neurelec donc développe des implants cochléaires, donc qui rendent des sourds entendants. Alors quel est son métier? Il participe en fait aux opérations avec le chirurgien qui va installer en fait l'implant sur le tympan. Donc il va le régler pendant l'opération. Ensuite, il va travailler avec les orthophonistes pour régler en fait le système d'audition. Et il va même aussi en plus être ingénieur commercial. Il nous disait qu'il allait à l'international, fréquemment. Il pouvait intervenir dans des amphis de 600 médecins pour expliquer et pour vendre en fait son produit. Oui, donc c'est quelque chose. Alors lui, il avait une prédisposition à l'anglais avec des compétences en vibration acoustique. Voilà, il est devenu ingénieur support clinique dans une entreprise à l'international. Et il y a des partenaires avec des entreprises étrangères justement qui se développent comme ça ou... Oui, Aérospatiale par exemple, donc Airbus aussi. On privilégie de plus en plus ce genre de choses. Oui. C'est quoi construire un parcours, demande Karl, ça passe par quoi? C'est vrai qu'un parcours professionnel, on se demande toujours... Un parcours professionnel, bon, une première chose, c'est déjà d'avoir de bonnes bases en termes de formation. Ça,
Une première chose, avec tout ce que j'ai dit à côté, l'aspect international, langue et autres. Ensuite, c'est les réseaux. Donc on va s'appuyer sur le réseau de nos anciens, par exemple, mais aussi les réseaux industriels. Et c'est les premiers contacts. On a aussi au sein de l'école un système de parrainage. C'est-à-dire que les élèves, dès la première année, doivent se trouver un parrain dans le monde industriel. Alors c'est quelqu'un dans la famille, un proche ou autre, qui vont lui permettre de découvrir le monde de l'entreprise d'une manière différente de l'école. C'est tout ça qui va faire qu'à un moment donné, l'élève va pouvoir se construire, je dirais, professionnellement. Est-ce que vous avez un bon réseau d'anciens? Il commence, alors je dis 500 élèves, donc les premières promos, donc ils ont 12 ans, donc ça commence. Normal, hein, parce que quand on est dans les premières années de la vie professionnelle, on ne pense pas forcément être dans son réseau. Donc là, par contre... Et c'est vous qui l'avez mis en place? Alors non, c'est un réseau qui s'est mis en place au tout début de l'école. Par contre, ce que l'on a, ce qui est arrivé là récemment, c'est que nous avons recruté comme enseignant-chercheur un ancien de l'école. Et il a pour mission, justement, au niveau de l'école, de participer à la structuration du réseau des anciens. Notamment, on a une journée en novembre, qui a lieu maintenant tous les ans, où on fait venir des anciens qui vont discuter sur une journée avec nos élèves. Donc ça participe, on voit bien, là, pareil, dans la dynamique de l'école, on est en train de bien structurer le réseau des anciens, en appui sur l'école, mais sur, bien sûr, les ingénieurs qui sont maintenant insérés et qui ont quelque part aussi des responsabilités au sein des entreprises. C'est ça aussi, on voit, à un moment donné, au bout de 10-12 ans, on s'aperçoit que on revient vers l'école. Il faut ce temps-là d'intégration d'entreprise pour revenir, quoi. Donc on commence. Vous avez peut-être un ancien qui est à la SNCF, en tout cas il y a Xav qui dit « La SNCF était le partenaire, par exemple, j'aimerais me spécialiser dans le domaine ferroviaire ». On a effectivement des partenariats, parce que sur le monde nous avons tout ce qui est aspect ingénieur, tout le réseau en fait ingénieur matériel de la SNCF qui est là, donc on travaille avec eux. Est-ce que vous avez un site internet qui est assez actif où les gens peuvent aller se renseigner sur votre école? Oui, en termes de communication, donc on a un site qui est dynamique, qui bouge. Par exemple, ce soir, on présentait l'émission, par exemple. Et il y a des journées portes ouvertes? Oui, qui ont lieu le 4 février. Donc là, on peut venir comme ça. Oui. C'est où? C'est organisé où? Donc c'est au sein de l'école. Donc on ouvre complètement l'école. Qui on va rencontrer là-bas? On rencontre les élèves, qui vont notamment présenter des visites. On rencontre le directeur qui fait des présentations générales. On rencontre le personnel qui est là donc pour expliquer notre école en termes administratifs. On rencontre nos enseignants. Tout est ouvert d'une façon très conviviale. Les associations aussi, donc des étudiants. Donc voilà, on essaie que ça soit une fête. Alors c'est intéressant ce jour-là parce que on a dans la même journée les portes ouvertes. Ensuite, on a la cérémonie de remise des diplômes, des diplômés, et ensuite on a le gala de l'école. Voilà, donc sur l'ensemble de la journée. La remise de diplôme, c'est un peu à l'américaine ou c'est très français? Alors, c'est animé par un professionnel de la communication. On essaie de la rendre assez dynamique justement pour éviter... Oui, c'est vivante. Notamment aussi avec l'intervention généralement d'un professionnel du recrutement par exemple. On essaie que ça soit interactif. On n'essaie pas d'être juste de donner le diplôme. Non, c'est pas... Voilà. Faut que ça bouge. Enfin, en un mot, si vous deviez donner envie aux élèves d'aller à l'ENSIM, vous diriez quoi? Venez dans une jeune école dynamique qui essaie de vous former au mieux dans un réseau industriel et un réseau aussi international en termes de recherche reconnu et qui participe au fonctionnement et au bon fonctionnement de l'école. Merci Pascal Leroux. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ENSIM, l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans. Merci à vous.